Alors, j'ai trouvé intéressant ce débat sur la nature du Trumpisme, la nature de l'extrême droite, mais en particulier du Trumpisme dans son rapport au nazisme, donc au nazisme, au national-socialisme allemand, puisque, eh bien, ma foi, un certain nombre d'historiens comme Johann Chapoutot, mais pas que, il y a un certain nombre d'autres historiens, ont étudié les discours d'Adolf Hitler, de Mein Kampf d'Adolf Hitler, et les discours de Trump, notamment celui sur celui où il qualifie de vermine les immigrants, où il emploie ce type de termes. Ce sont des termes qu'on trouvait évidemment dans les années 30 dans la phraséologie des nazis et d'Adolf Hitler. Bien avant le génocide, bien avant la Shoah, puisque dès 1926, Hitler avait écrit Mein Kampf. Et ensuite, les nazis, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont accentué, notamment à l'égard des juifs, ce type de discours. On sait que Goebbels a joué un rôle très important à l'époque dans la communication des nazis, qu'il était responsable de la propagande. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne fait pas du reductio ad Hitlerum? C'est-à-dire, est-ce que c'est pertinent de faire ce type de rapprochement à 90 ans d'intervalle? Nos grands-parents ont connu cette époque. Ma foi, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux. Et c'est une époque où il y avait déjà la vidéo, les photos. Nous avons des archives sonores de cette époque. Donc il n'est pas du tout impossible que Trump et les Trumpistes soient adeptes, tout simplement, des discours nazis, de la geste nazie, des insignes nazis avec le fameux salut romain, le salut nazi, qu'a fait Musk, Steve Bannon, etc. Donc c'est pas anodin. Tout ça, c'est loin d'être anodin. Et alors, les Américains, on dit souvent que les Américains n'ont pas de culture européenne, n'ont pas une vraie culture européenne, et que donc, il ne faut pas trop extrapoler, dans leur cas, la connaissance qu'ils ont du national-socialisme. C'est quand même un phénomène très européen. Les Français ont subi le national-socialisme. Ils l'ont subi dans leur chair. Il y a une culture qui s'est imprégnée dans l'extrême droite française via la collaboration, via les milieux collaborationnistes, etc., qu'on retrouve jusqu'aujourd'hui chez les jeunes fascistes français, notamment, et en Italie également, puisque là, pour le coup, c'est eux qui ont inventé le fascisme, mais pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y avait une sorte de folklore un peu nazi qu'on retrouve dans des milieux fascistes, d'extrême droite, etc. Mais c'est assez surprenant qu'on retrouve ça dans le principal parti politique, le parti politique au pouvoir aujourd'hui, aux États-Unis, le Parti républicain. Bon. Donc là, c'est vraiment une question qu'on peut se poser sur l'imprégnation, à quel niveau se passe cette imprégnation du nazisme aux États-Unis. Maintenant, il y a un deuxième niveau de lecture et d'analyse sur les structures politiques. Est-ce qu'on a affaire à des structures politiques qui tendent à des analogies? Est-ce qu'il y a une analogie entre ce qui se passe dans l'accession au pouvoir d'Hitler, on va dire, avec le processus historique d'accession des nazis, et ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis? Alors, il y a là à mon avis, je donne mon avis personnel, des différences, notamment dans l'existence on n'a pas de parti unique aux États-Unis. On a le parti républicain, mais enfin il y a le parti démocrate qui est toujours qui est pas loin, qui a perdu le pouvoir et qui est minoritaire aujourd'hui à la Chambre des représentants et au Sénat. Donc il n'y a pas de parti unique et pas de tentation pour l'instant de faire interdire le parti démocrate ou d'autres. Mais il y a quand même en même temps une tétanie. On voit que le Parti démocrate est tétanisé depuis l'accession au pouvoir de Trump et ne sait pas comment réagir. Donc du coup, Trump, qui maintenant a la majorité absolue, enfin c'est un peu plus compliqué au Sénat, mais il a la majorité, on va dire, à la Chambre des représentants au Sénat, et il a 7 juges sur 9 à la Cour suprême, eh bien il a un pouvoir. Et ça, de ce point de vue, il y a
une analogie à faire avec le nazisme, puisque le nazisme a eu les pleins pouvoirs à partir de 1933. Bon. Moyennant une période où il a été comment dire, il a dû coexister avec d'autres partis d'extrême droite, mais il a été grosso modo au pouvoir à partir de 1933-1934. Il a eu les pleins pouvoirs. Donc on a aujourd'hui donc quand même une analogie, en fait, Trump et les Trumpistes ont les coudées franches. Ensuite, le nazisme s'est appuyé sur la violence. On sait que la violence était préexistante d'ailleurs à l'accession au pouvoir d'Hitler avec le putsch de la brasserie dès 1923. Il y a eu le putsch de la brasserie, il y a eu bien sûr des assassinats politiques nombreux dans les années 20 par les nazis, et il y a eu une paramilitarisation de la société avec les SA, puis les SS, etc., qui constituaient une garde prétorienne pour Hitler et pour les nazis, pour les dirigeants nazis. Donc en 1933, il y avait déjà 1 million de paramilitaires liés au parti nazi. Qu'en est-il aux États-Unis? Aux États-Unis, on ne voit rien de semblable pour l'instant. On ne voit rien de semblable dans le sens où il n'y a pas de mouvement politique type SA, SS, etc. Pour autant, aux États-Unis, on observe quand même l'instrumentalisation, par exemple, du service l'ICA qui chasse les immigrants. C'est des services étatiques, hein, c'est des services policiers qui existaient déjà avant Trump, mais qui ont des pouvoirs bien supérieurs aujourd'hui pour pouvoir notamment arrêter les immigrants, exécuter donc les executive orders de Trump. Et on observe de ce point de vue une massification de l'arrestation des immigrants. Et via ce service étatique, qui est de fait dénaturé. Donc il y a une tentative quand même d'instrumentalisation et d'utilisation à des fins politiques de services d'État. Alors c'est normal, hein, l'administration obéit dans tous les pouvoirs, mais là on a vraiment une instrumentalisation, une dénaturation dans leur fonction de certains services d'État, comme ce service-là, pour réaliser de véritables traques aux immigrants, de véritables rafles en fait. Hein. Bon, ça on l'observe déjà au bout d'un mois. Hein. On n'est pas, on fait pas un bilan au bout de 2 ans, hein. On fait un bilan au bout d'1 mois. Donc les choses sont vraiment, c'est ça qui est effrayant, c'est la vitesse à laquelle cette fascisation de l'appareil d'État, enfin cette proto-fascisation de l'appareil d'État américain se déroule. Je veux dire, chaque jour on apprend des choses assez stupéfiantes sur le fait que le Doge, le service dirigé par Elon Musk par exemple, investit via des types qui ont été embauchés par des hommes de main en fait, de véritables soudards de Musk, investissent des services d'État, hein, le Trésor, etc., etc. Donc ça c'est quelque chose de particulièrement inquiétant. Alors, dans quelle mesure l'État américain, l'État profond, l'administration américaine va pouvoir résister à ça? Parce qu'il y a quand même il va y avoir. Et c'est là qu'on ne sait pas. On ne sait pas en fait. On sait qu'en Allemagne, Hitler n'a cessé en fait d'approfondir son pouvoir et d'éliminer ses opposants sans difficulté réelle. On ne sait pas si ce sera le cas aux États-Unis. Les États-Unis, c'est une très grande démocratie, donc il y a des possibilités d'émeutes, etc. Donc, il peut se créer une déception dans la population avec la dégradation de l'économie liée aux tarifs douaniers, etc. Donc on peut avoir des réactions populaires comme des réactions politiques de grande ampleur qui vont stopper l'approfondissement en fait, du pouvoir, enfin de cette tentative de fascisation des États-Unis. Mais là, on ne sait pas, on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir le dire. On ne peut pas le dire. Mais on trouve quand même des analogies, mais très 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 puissantes entre nazisme et Trumpisme.
Alors quand je dis Trumpisme, hein, enfin, je veux dire, actuellement, c'est très impressionnant parce que c'est une très grande démocratie. En fait, hein. Les États-Unis, c'est la première puissance démocratique au monde, première puissance économique, etc. Et elle passe aux mains de l'extrême droite. C'est quelque chose qu'on a dans les années 30, l'Allemagne n'était pas la première puissance économique mondiale. Hein. Et il était cinquième, sixième. Donc là, on a aussi ça, cet aspect-là, qui est assez. Alors, sur le côté, les autres aspects idéologiques, moi, ce que je vois déjà, c'est, comme analogie, le discours sur l'annexion, sur le fait qu'on pourra on pourra annexer des territoires extérieurs au territoire national. On a vu que les nazis ont procédé à des revendications territoriales dès qu'ils sont arrivés au pouvoir et même avant, avec le Lebensraum, avec le fait qu'ils annonçaient qu'ils allaient créer une Allemagne des frontières, ils allaient occuper tous les pays slaves, les annexer, réduire les populations slaves, etc. Bon, L'Anschluss aussi avec l'Autriche, le fait qu'ils aient revendiqué l'Alsace-Moselle. Bon, donc il y avait, c'est une donnée centrale du nazisme, une volonté d'annexer les territoires voisins. Et ça, on le retrouve aujourd'hui chez Trump. On retrouve dans le Trumpisme les revendications qui sont par exemple sur le Canada, sur le Danemark, le Groenland, sur le fait de changer de nom, le golfe du Mexique, et l'annexion du canal de Panama. Alors, peut-être que j'en oublie, hein, mais rien que ça, c'est déjà quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis 90 ans. Ça. Un dirigeant politique pays démocratique qui dit le Canada c'est le 51e État des États-Unis, donc vous n'avez pas, tôt ou tard on va vous annexer, vous n'êtes qu'un État américain. C'est quand même quelque chose d'assez hallucinant en fait. Hein. Et donc on trouve des analogies sur ces aspects territoriaux, le fait d'avoir des revendications territoriales, d'agrandissement territorial du territoire américain, comme les Allemands le faisaient à l'égard des Sudètes, à l'égard. Donc il y a tout ça. Il y a aussi un certain culte le culte de la personnalité, justement, je vais en parler rapidement. Est-ce qu'il y a un culte de la personnalité chez Trump? Au moins chez les partisans, oui. Chez les partisans de Trump, Great America, Great Again, etc. Enfin, il commence à porter des casquettes, etc. Donc il y a déjà on retrouve cet aspect-là. Il n'y a pas des portraits de Trump partout aux États-Unis, mais il y a déjà une sorte de personnalisation autour du dictateur, ou du moins de l'autocrate, qui ne va pas jusqu'à une imposition à la population, comme on a pu le voir dans le nazisme, hein, où il y avait une sorte d'obligation d'avoir Mein Kampf chez soi, où il y avait des portraits militaires partout, où il y avait... voilà. Ça, on ne le voit pas forcément au même niveau pour l'instant aux États-Unis qu'en Allemagne. Donc c'est un facteur aussi potentiellement d'échec. Enfin d'échec. Ça peut rendre plus compliqué l'application d'une politique totalitaire comme on a pu avoir dans les années 30 ou les années 20, donc dans les pays en Italie ou en Allemagne nazie. Voilà. Mais c'est bon, ça c'est des choses, des analogies qu'on peut faire, mais on trouve quand même un grand nombre de traits d'analogies. Ne serait-ce que le caractère charismatique du président. Trump est un personnage. Enfin, pour moi, il a un charisme de fou, un charisme négatif. Hein. C'est pas du tout un charisme. Moi, je l'admire pas du tout. Personne ne l'admire en réalité. Enfin, il faut vraiment être malade pour admirer ce type. Mais dans son côté patibulaire, renfrogné, il a un côté charismatique qui se dégage. Il a été réélu après un président. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu. On l'a vu qu'une seule fois dans l'histoire américaine. Donc il y a tout ça aussi. Hitler, clairement, notamment est arrivé démocratiquement par les urnes, mais son pouvoir reposait en partie sur le charisme, son image personnelle, etc. Sur sa capacité à galvaniser les foules lors du discours, c'est quelque chose qu'on retrouve chez Trump.
Donc ça aussi, ça, ça accrédite le rapprochement entre nazisme et, euh, et Trumpisme. Voilà. Donc, là, j'ai fait dans cette vidéo un certain nombre de rapprochements entre les deux doctrines, mais aussi les exercices du pouvoir, qui prouvent que nous ne sommes pas dans une situation rassurante. Nous sommes pas dans l'analogie n'est pas rassurante. L'analogie n'est pas du tout rassurante sur ce qui pourrait advenir demain. On est clairement dans une tentative aux États-Unis de recréer quelque chose qui a déjà existé. Alors, bien sûr, peut-être pas à l'identique, mais il y a clairement une singerie. Moi, je dis singe, je dis que Trump singe Hitler. J'ose l'affirmer comme ça. Dans quelle mesure a-t-il lu Mein Kampf, etc. Je ne pense pas qu'il l'ait lu, parce que c'est pas du tout un intellectuel, mais il y a autour de lui, clairement, des idéologues, comme il y avait des idéologues autour d'Hitler. Hitler étant lui-même, d'ailleurs, à certaine mesure, un idéologue. Donc on trouve quand même tout ça. On trouve un terreau de reproduction en fait, du nazisme originel, qui pourtant s'est soldé par des millions de morts, par l'extermination d'une partie du peuple juif et par une période effroyable que le monde ne pensait pas revivre un jour. Donc de ce point de vue, il convient de réagir dès maintenant et d'avoir conscience que nous revivons peut-être cette période et qu'il y a qui pourrait de nouveau se produire dans les faits des actes politiques suite au discours, suite à ces discours d'animalisation, etc., des actes politiques, des actes de gestion qui vont amener à, je sais pas moi, des massacres, des déportations, des occupations de territoires voisins ou des annexions. Rien de tout ça n'est à exclure.